Bonjour, bienvenue sur Décideur TV au programme de Lexinside. Aujourd'hui, on va parler digitalisation de la fonction conformité en entreprise. On parlera également du cabinet EXO qui allie expertise juridique et expertise économique au service du droit social. Et enfin, on parlera de l'ouvrage Confession d'un huissier de justice. Pour débuter cette émission, j'ai le plaisir de recevoir Caroline Leblanc, Managing Director de Kroll, pour évoquer les défis de la digitalisation de la fonction conformité en entreprise. Caroline, bonjour. Bonjour. Alors, à quelles exigences doivent répondre les entreprises en matière de conformité? Alors là, comme vous le savez, il y en a beaucoup. Parce que quand on regarde juste la France, on a déjà la loi Sapin 2, on a ensuite la loi sur le devoir de vigilance. Donc ça, c'est déjà juste des réglementations françaises. On a ensuite des réglementations européennes, comme on a la 5e directive sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. On a aussi une recommandation du Parlement européen qui date de mars dernier pour mettre en place un certain devoir de vigilance européen. Et au-delà de ça, quand en plus on est à l'étranger, on a plein de nouvelles réglementations, par exemple en Chine, pour ce qui a trait à la protection des données, mais pas que de protection de données à caractère personnel comme le RGPD en Europe, vraiment la protection des données avec une certaine loi de blocage, et ça c'est sans compter les lois extraterritoriales américaines comme le FCPA ou au Royaume-Uni comme le UK Bribery Act. Donc il y en a beaucoup. Un cadre juridique qui est extrêmement plutôt contraignant. Exactement, et je pense que ça fait vraiment partie un peu de l'impulsion de la digitalisation, c'est d'être un peu dans le contrôle de toutes ces réglementations-là auxquelles plusieurs entreprises sont assujetties. Alors justement, que change ce phénomène, cette tendance à la digitalisation de la fonction conformité? Alors, on va vers une certaine digitalisation, pas pour rendre la conformité plus profitable, parce que c'est pas vraiment le cas, parce qu'on produit pas en conformité, c'est pour la rendre plus efficace. Et donc, qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle d'efficacité de la fonction compliance? C'est mieux gérer les risques, mieux gérer la sécurité des données, parce que on est quand même sur des données qui sont sensibles, confidentielles ou stratégiques pour les organisations. On a aussi une question, je dirais, de mieux contrôler, d'avoir aussi, de libérer les compliance officers de faire certaines tâches plus manuelles en les automatisant pour vraiment aller chercher la valeur ajoutée qu'ils peuvent apporter dans l'entreprise. Et concrètement, comment ça se passe? Est-ce que ça se passe bien d'abord cette digitalisation? Ben, je dirais pour le moment, ça se passe. On ne sait pas trop si ça se passe bien ou si ça se passe pas bien, mais c'est vraiment un sujet qui monte parce que la compliance est je dirais, une fonction dans l'entreprise qui est en pleine maturité, en pleine prise de maturité. Et donc, on est aussi dans des mouvements de digitalisation et tranquillement, ça s'en vient. Il y a certains outils, mais de plus en plus, on va faire des solutions un peu plus, je dirais, complètes. Alors, vous évoquez les outils. Quels sont les moyens mis en œuvre par les entreprises pour relever ces défis de conformité? Il y a plusieurs moyens, mais je dirais qu'il faut peut-être juste prendre un peu de recul et se dire que la conformité, finalement, c'est un processus de digitalisation que les organisations ont déjà fait. Quand on regarde dans les 50 dernières années, on a digitalisé la fonction finance, on a digitalisé la logistique, on a digitalisé plein de fonctions, et donc il faut se rapporter à ce qui s'est passé quand on a eu des grands projets informatiques dans les organisations depuis 50 ans. Il faut avoir un bon cadrage, la bonne langue, les bonnes fonctionnalités. Il faut avoir l'impulsion du management, parce que c'est quand même eux qui vont donner la direction. Il faut aussi, je dirais, s'assurer qu'il y ait des gens du métier qui sont impliqués dans ces projets-là, des métiers de la compliance, mais aussi des métiers parce que la compliance est quelque chose qui est transverse à l'organisation. On va conclure là-dessus. Merci Caroline Leblanc d'être passée sur le plateau de Lexinside. Merci. Vous êtes toujours dans Lexinside et je suis en compagnie de Jepi Koudadje, avocate au sein du cabinet EXO, pour parler justement du cabinet EXO, cabinet dédié au droit social et qui allie à la fois expertise juridique et économique. Jepi Koudadje, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors tout d'abord, pourquoi avoir décidé de créer ce cabinet ?
Alors, j'ai décidé de créer le cabinet EXO dans la continuité de travaux de doctrine que j'ai réalisés avec Jacques Barthélémy, mon confrère et fondateur du cabinet éponyme, et l'économiste Gilles Berset. Tous les deux ont pour habitude de combiner le droit et l'économique dans le cadre de travaux doctrinaux en matière de droit social. À la suite de ces travaux et dans le cadre de ma pratique, parce que je suis avocate en droit social et j'ai pratiqué pendant 9 ans au sein du cabinet Clichy-Granger, je me suis rendu compte qu'il manquait quelque chose à l'approche juridique, une dimension économique pour enrichir le conseil qui est donné aux entreprises, et un conseil avec une dimension juridique et économique, ça permet d'avoir une approche à 360 degrés des relations sociales et de donner un conseil plus stratégique. Est-ce que vous pouvez décrire justement la spécificité de votre cabinet, de cette pratique un peu singulière qui associe à la fois le droit et l'économie au service du droit social? Tout à fait. Alors, la particularité du cabinet, qui est un cabinet de droit social classique, c'est qu'on a une expertise économique. En fait, je travaille en partenariat avec l'économiste Gilles Berset. Donc, je l'ai dit, il a travaillé pendant de nombreuses années avec Jacques Barthélémy, pendant plus de 20 ans. C'est un expert des relations sociales. Alors, pour les avocats qui ne le connaîtraient pas, c'est un économiste très innovant qui a influencé beaucoup le droit social, de nombreuses réformes. En dernier lieu, les ordonnances de 2017 qui donnent plus de place à la négociation collective, mais aussi le nouveau droit qui est en train d'être construit sur les plateformes numériques, les travailleurs des plateformes avec cette place qui est donnée à la négociation collective. C'est Gilles Berset, avec d'autres, qui a beaucoup influencé ces évolutions. Et donc, l'idée maintenant, c'est en matière de négociation collective, combiner droit économique, parce qu'une seule approche juridique ne permet pas de répondre à toutes les questions. Il faut prendre en compte les aspects économiques pour mieux défendre l'emploi dans des contextes assez difficiles qu'on connaît aujourd'hui, celui des transitions numériques et environnementales. Comment est née cette idée ? Cette idée, elle est née, c'est le fruit de travaux et de discussions, et cette envie en fait de s'emparer des ordonnances Macron de 2017 qui laissent plus de place à la négociation collective, et donc qui demandent aux avocats non plus seulement de conseiller en disant le droit c'est ça, mais aussi d'être là pour accompagner les entreprises et les aider à créer le droit. Et pour créer le droit, il faut être en mesure de faire de la politique sociale, d'être novateur, et ça demande de prendre en compte plusieurs dimensions: économie, environnement et diverses autres thématiques. On peut aussi penser à la sociologie. Et en matière de négociation collective, ce qui est aussi important, puisqu'on est en train de créer de nouvelles règles, c'est aussi de prendre en compte le droit de l'Union européenne, évidemment, qui influe aussi beaucoup le droit social. Comment vous voyez le développement de votre cabinet ? Alors, le développement de notre cabinet, il va falloir faire la preuve à nos clients de la haute valeur ajoutée de notre approche innovante et pluridisciplinaire du droit social. Nous souhaitons devenir des acteurs incontournables de la négociation collective au niveau des entreprises et au niveau des branches. Pour donner un exemple, au niveau des entreprises, vous avez le télétravail. La dimension économique est importante. Il faut par exemple prendre en compte toutes les questions liées à la productivité. Sur la négociation collective de branche, évidemment, vous êtes à un niveau où la dimension macroéconomique est très importante, où l'utilité et l'apport de l'expertise d'un économiste comme Gilles Berset est indispensable. Et de façon plus générale, nous avons aussi noué des contacts avec des cabinets de conseil pour répondre à toutes les questions qui sont liées à la transition environnementale avec la loi climat et résilience. Et nous avons aussi noué des contacts avec des legal tech pour automatiser toutes les tâches qui sont chronophages. Ça, c'est quelque chose qui est très important dans notre cabinet pour se concentrer sur le conseil vraiment avec une forte plus-value. Et en matière de négociation collective, je pense par exemple à la comparaison des accords collectifs. Bon, on voit que les perspectives de développement sont nombreuses. On va conclure là-dessus. Gépi, merci d'être passé sur notre plateau. Merci Arnaud pour votre invitation. Vous êtes toujours dans Lex Inside, on va parler de Confession d'un huissier de justice. C'est l'ouvrage de François Samin, ancien huissier de justice. François Samin, bonjour. Bonjour à vous. Alors pourquoi avez-vous décidé d'écrire cet ouvrage ? Eh bien, après plus de 40 ans d'exercice, je me suis aperçu, mais je n'ai pas attendu 40 ans pour m'en apercevoir, que la profession de huissier de justice était un observateur extraordinaire des variations de la société, des modifications de la société. Ça, c'est ce que
tout huissier comprend. Et puis en plus, moi j'étais d'origine provinciale, voire même campagnarde. Je suis né dans un village de la Normandie profonde. Et le fait de venir travailler à Paris et d'accéder à la société parisienne, alors j'étais pas comme de Rubempré dans les illusions perdues, mais néanmoins j'ai fait des découvertes qui pour moi étaient absolument extraordinaires dans la société parisienne. J'ai donc été amené à fréquenter des gens célèbres, des voyous, des escrocs, des pauvres gens, enfin toute une variété de populations que nous sommes pratiquement les seuls à fréquenter aussi assidûment. Et de ce point de vue, pour ceux qui s'intéressent à l'évolution de la société, c'est un observatoire absolument extraordinaire. Quel regard portez-vous sur la profession d'huissier qui est en pleine mutation? Alors, la profession d'huissier, c'est la plus méconnue des professions judiciaires. Lorsqu'on demande à un particulier ce que c'est qu'un huissier, il ne sait pas dire. On sait ce que c'est qu'un avocat, on sait ce que c'est qu'un magistrat, on ne sait pas ce que c'est qu'un huissier, on sait à peine à quoi il sert. La profession d'huissier de justice, si vous voulez, elle intervient pendant le procès, elle intervient surtout après le procès. Après le procès, pourquoi? Parce que lorsque les gens qui sont condamnés ne s'exécutent pas volontairement, eh bien on fait appel à l'huissier qui est là pour faire exécuter ou exécuter plus exactement le jugement. Et de ce point de vue, si vous voulez, ça nous permet d'entrer dans l'intimité des justiciables, d'aller chez les justiciables, ce que ni les avocats ni les magistrats au palais et les avocats dans leur cabinet ne pénètrent pas autant que nous dans l'intimité des personnes. Et c'est la raison pour laquelle on dit toujours, on a coutume de dire que les huissiers sont des juristes de proximité, mais ce sont également forcément des psychologues, car quand on est, comment dirais-je, au domicile des gens, dans l'intimité des gens, le décorum du palais ou du cabinet d'avocat ne joue pas et les gens sont à l'état brut. Il faut savoir leur parler et adapter son langage. Est-ce que vous avez un souvenir marquant dans votre carrière ? Un souvenir marquant, oui. Parmi les différentes missions qui nous sont attribuées, qui nous sont dévolues, il y a en matière de divorce ou de séparation de couple ce qu'on appelle les difficultés sur le droit de visite. Et les difficultés sur le droit de visite, c'est principalement dans le divorce, lorsque le juge aux affaires familiales, maintenant, décide que le droit de visite du père sera un week-end sur 2 et la moitié des vacances scolaires, il y a parfois des conflits et il y a des cas où le père, notamment c'est souvent le père, ne peut pas, revoir son enfant. Et donc dans ce cas-là, il nous est demandé de procéder à ce qu'on appelle dans notre jargon une reprise d'enfant. C'était extrêmement délicat. Et j'ai souvenir il y a quelques années d'un monsieur d'une 50aine d'années qui m'a demandé de procéder à la reprise de sa petite fille. Donc, comme à l'habitude, dans ce cas de figure, je demandais toujours au client de venir me voir quelques jours avant, d'abord officiellement pour me remettre les pièces du dossier, de manière à contrôler que les pièces étaient bien en état. Et puis, d'une manière officieuse, ça me permettait un peu de sonder les cœurs, de sonder les âmes, de savoir ce qu'il y avait dans la tête de ce personnage, pour savoir un peu, également pour avoir des informations sur l'enfant, sur la femme qui refuse de remettre l'enfant, enfin toutes sortes de... Connaître le contexte. Connaître le contexte. Et je reçois ce bonhomme, je dis à dessein ce bonhomme, qui était un type assez corpulent, qui transpirait beaucoup, dont les lunettes étaient remplies de buée, qui s'exprimait avec difficulté, et qui me fait une impression un peu douteuse. Mais enfin, néanmoins, je suis obligé de poursuivre le dossier, et le vendredi soir suivant, je me rends au domicile de la mère, qui me reçoit très gentiment. Si je me souviens, c'était dans un HLM, un appartement modeste, mais parfaitement bien tenu. La femme me reçoit le plus courtoisement possible. Et comme je l'avais prévenu, elle me dit « Oui, il n'y a pas de problème, j'ai préparé la petite et je vais l'appeler, elle est dans sa chambre, elle a sa valise à la main, et elle va venir. » Donc elle appelle la petite. Donc je vois la petite fille arriver, une petite gosse de 13-14 ans, 13 ans je crois, une tache de rousseur, elle était mignonne. Et je lui dis « Écoute, ton papa nous attend en bas de l'immeuble, tu viens avec moi, dans 2 minutes, le temps de descendre, tu vas retrouver ton papa. » Et la gosse commence à pleurer.
Et puis je lui dis, écoute, il n'y a pas de problème, il y en a que pour 2 minutes, je te promets, ne t'inquiète pas. Et là, la gosse, non seulement pleure, mais s'effondre en sanglots. Et je lui dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu ne veux pas revoir ton père? Elle me dit, mais les dernières fois qu'il m'a pris en week-end, il me force à dormir avec lui. Alors j'ai été pris... C'est des histoires qu'on a maintenant qui sont malheureusement, qui fleurissent dans les journaux, mais qui peut-être aussi à l'époque étaient pas... Alors j'ai eu 2 secondes pour réfléchir. Fréquentes. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je passe outre et je continue l'opération? Ou bien est-ce que j'arrête et je dresse ce qu'on appelle un procès-verbal de difficulté en disant que la jeune fille était perturbée psychologiquement et qu'il y avait des risques et qu'il fallait qu'elle consulte un psychologue ou un médecin. Et donc, j'ai opté pour la deuxième solution. J'ai pas voulu aller jusqu'au bout. Mais après, il a fallu que je descende et que j'explique au père que j'avais pas mené ma mission jusqu'au bout. Et je peux vous dire que ce sont des missions qui sont lourdes. Hein. C'est aussi ça, être huissier de justice, c'est aussi faire du lien social et traiter des situations qui sont compliquées. Tout à fait. Pour conclure rapidement, en un mot, quel message vous voulez adresser à vos lecteurs avec cet ouvrage? Eh bien, 2 choses. 2 choses. Plus exactement, je leur expliquais que dans un procès civil, il y a 2 parties. Il y a la première partie que tout le monde connaît, qui est la partie du procès proprement dit, qui est arbitrée par le juge, et les parties sont représentées par les avocats. Ça, tout le monde le sait, c'est le fonctionnement normal de la justice. Ce que beaucoup de gens ignorent, c'est qu'il y a une deuxième partie, et c'est la partie de l'après-procès, c'est-à-dire l'exécution, lorsque celui qui a succombé au procès ne règle pas ou ne satisfait pas volontairement. Et cette deuxième phase, elle est au moins aussi longue que la première, elle est au moins aussi périlleuse, et elle est longue parce que, premièrement, le droit français de l'exécution est le droit le plus protecteur qui soit, si on fait du droit comparé européen. En un mot pour conclure. En un mot pour conclure. Sur le terrain, on assiste à des choses absolument extraordinaires, à des gens, par exemple, atteints du syndrome de Diogène. J'en parle beaucoup dans mon bouquin. Le syndrome de Diogène, c'est ces empilements d'ordures. Et je parle notamment, par exemple, d'un haut magistrat chez qui il y avait 50 mètres cubes d'ordures. Donc, évidemment, ça touche toutes les strates de la société, ce genre de déviance. On va conclure sur cette anecdote. Merci de nous avoir présenté Confession d'un huissier de justice, donc publié chez VA Éditions. Et à bientôt, peut-être, dans Lex Inside. Merci. Merci à tous et à tous pour votre fidélité. Et je vous donne rendez-vous très prochainement sur Décideur TV pour un nouveau numéro de Lex Inside.